Je vais quand même d'abord commencer par dire bonjour à tout le monde, à toutes et à tous, à vous dire à tous et à toutes que nous, donc Frédéric Regard et moi-même, qui co-animons le séminaire, et puis toute notre équipe de doctorants et doctorantes, dont Aurore Turbio est l'une des représentantes, nous sommes vraiment très heureux et heureuses de vous accueillir pour cette dernière séance, donc du séminaire Genre et Autorité, cette dernière séance de l'année. Dernière séance, nous l'espérons, qui aura lieu strictement en visio, après une année un peu hors norme, on va dire ça comme ça, et qu'on espère vraiment pouvoir reprendre à la rentrée en présentiel, en gardant peut-être certains éléments de la visio pour permettre à celles et ceux qui sont avec nous depuis hors de Paris, voire hors de France, de continuer à être avec nous. Bon, enfin, ça dépendra de la technique, on verra bien. Et justement, à propos de technique, donc le grand chef technique, vous l'avez tous et toutes compris, c'est Aurore Turbio, c'est Aurore, qui est aux commandes à la fois donc de la session Zoom et surtout de la rediffusion, enfin de la diffusion en live et de la rediffusion ensuite sur YouTube. C'est elle qui gérera, pour ceux qui sont sur YouTube, c'est elle qui gérera le chat. Il y a des gens sur YouTube, Aurore? J'ai pas eu le temps de… Non, c'est pas grave. Donc, c'est elle qui gérera les questions qui sont posées sur YouTube, puisque sur YouTube, vous ne pouvez pas intervenir en direct, et qui nous les transmettra. C'est elle aussi qui aura les moyens, en cas de besoin, d'éteindre vos caméras s'il y a besoin pour des questions de bande passante. C'est elle qui, donc, du coup, devra les remettre. Et si votre caméra, votre vidéo a été éteinte et que vous souhaitez qu'elle soit remise, il vous suffit de lui demander en privé de remettre la vidéo. Ça sera au moment en particulier des questions pour pouvoir poser les questions à notre invité. Donc, voilà, justement. Donc, j'en arrive à notre invité. Nous avons aujourd'hui le très, très grand plaisir de recevoir Françoise Gillard. Françoise Gillard, donc, qui est comédienne, qui est sociétaire de la Comédie Française, pour une séance qui va être consacrée aux actrices, on va dire ça comme ça, de façon très, très large. Alors, pour présenter très brièvement Françoise Gillard avant de lui donner la parole, je ne vais certainement pas me lancer dans une énumération de toute sa carrière. J'en aurais pour tout le séminaire si je devais faire ça. Sa très très riche carrière, aussi bien au théâtre que au cinéma, même à la télévision. Mais je voudrais juste dire, en guise de début même de notre séance, je voudrais juste noter, alors peut-être que c'est un pur hasard, elle me dira, enfin elle dira, mais moi je voudrais juste noter que il me semble, Françoise Gillard, que votre travail récent témoigne, votre travail récent, puis comment dire aussi je ne sais pas si je peux dire l'enthousiasme, enfin en tout cas la façon dont vous nous avez répondu très favorablement à notre sollicitation témoigne d'un engagement, d'un intérêt, d'un engagement avec des textes qui ont à voir avec des questions féministes, des questions genrées. Enfin, moi en tout cas, je vous ai vu et beaucoup apprécié en Gisèle Halimi, dans la pièce de Pauline Bureau, Hors-la-loi au Vieux-Colombier. C'était en 2019, et puis ça a été repris en 2020. Avant ça, il me semble, peut-être que je me trompe, mais il me semble que vous avez fait entrer Annie Ernaux à la Comédie Française. Alors, certes, ce n'est pas la salle Richelieu que vous l'avez fait entrer, mais quand même, vous avez fait entrer l'événement au Studio Théâtre, dans le cadre de ce festival dont j'ai oublié le nom, Singulis, je crois qu'il s'appelait, au Studio Théâtre. Oui, je disais que c'était dans cette série Théâtre à la table, dont vous nous expliquerez sans doute un petit peu les modalités de fonctionnement, etc., que vous avez… Alors, je suppose que c'est vous qui avez choisi, et donc,
je disais ça pour souligner l'intérêt que vous sembliez porter à ces questions qui nous animent, nous, dans notre séminaire et qui sont des questions de genre. Vous aviez adapté et vous aviez conçu, vous aviez dirigé la réalisation artistique de cette adaptation donc, d'un documentaire réalisé par Delphine Seyrig au milieu des années 70 et puis qui était sorti en salle au tout début des années 80, qui s'appelait « Sois belle et tais-toi ». Oui, donc vous étiez en train de parler de Sois belle et tais-toi, effectivement, de cette adaptation. Je ne sais pas si vous aviez encore des choses à non, dire. non, ça y est, j'étais en train de vous donner la parole. Je voulais juste vous donner la parole. Je voulais juste vous dire encore merci. Mais non, avec grand plaisir. Écoutez, oui, vous signifiez qu'effectivement, dans mon parcours ces derniers temps, on pouvait voir un engagement, un engagement entre guillemets féministe, mais en tout cas un engagement. C'est sûr que depuis quelques années, je me suis rendu compte que ce que j'aimais particulièrement dans mon métier, c'était quand il y avait une forme d'engagement. Quand un rôle n'est pas simplement un rôle de distraction, mais aussi d'engagement. Je pense que le théâtre, et c'est pas moi qui l'ai dit, ça a été dit bien avant moi, que c'est encore un endroit où on peut résister, où on peut finalement dire non à certaines choses, éclairer certaines choses de l'ordre de la problématique ou de l'engagement. Voilà. Et je trouve que ça a un sens aussi que l'art, ce ne soit pas simplement des paillettes et du divertissement, ce qu'il faut, hein, ce que j'aime aussi faire. Mais je pense que c'est aussi une manière finalement d'élever le débat, de permettre la réflexion et de s'engager sur des questions plus profondes. Alors, il s'avère que ce n'était pas un choix délibéré, c'est venu à moi. Je pense que dans la vie, les choses viennent souvent à vous. Les portes s'ouvrent là où il faut aller. Enfin, moi, je constate ça depuis le début de mon parcours. Et c'est vrai que ça a commencé peut-être, bon, j'ai toujours eu la chance d'avoir des rôles assez forts à incarner, mais parce qu'on me les a proposés, parce qu'ils sont arrivés sur la route. Et que je pense que chaque rôle est comme un vase communicant. Chaque aboutissement d'un rôle vous permet d'être prêt pour le suivant. Et c'est comme en écho que, comme par hasard, un autre rôle vient se greffer, qui est une continuité de ce que vous avez déjà fait. Et c'est vrai que ça a commencé peut-être un engagement, je dirais, entre guillemets, féministe, avec la proposition que Denis Podalides m'a fait sur le Annie Ernaux. C'est-à-dire qu'en fait, il avait très envie de faire se rencontrer l'autrice et l'actrice. Il disait toujours, c'est lui qui m'a fait découvrir Annie Ernaux et qui m'a dit, je ne sais pas, je voudrais que tu puisses incarner un texte de Annie. Et donc, il a commencé à me faire plusieurs propositions, on a commencé à lire et un jour, il m'a dit, est-ce que tu as lu l'événement ? Je ne l'avais pas lu. Et quand j'ai lu celui-là, j'ai su que c'était celui-là qu'il fallait adapter parce que la question abordée de l'avortement et de l'avortement de Annie Ernaux dans les années 60 était pour moi une sorte de chose qui était nécessaire. Voilà. Pour moi, c'était une évidence. Il fallait porter d'abord l'œuvre de Annie Ernaux et puis surtout sa langue, son verbe, mais aussi son engagement. Et celui-là m'a paru nécessaire, il était évident. Donc ça est vrai que ça a été une première rencontre finalement avec une forme d'engagement dont je ne mesurais pas tout à fait la portée au moment du travail. C'est-à-dire c'était d'abord un plaisir de la langue de Annie Ernaux, qui est une langue très singulière, très rythmique, très théâtrale. Je pense que c'est en ça que Denis Podalides avait eu envie de l'amener sur un plateau, parce qu'il y a de la théâtralité dans la langue de Annie Ernaux. Et donc ça, c'était ce plaisir de travailler cette langue, d'être la passeuse du verbe de Annie Ernaux, parce que je pense que c'est tellement bien écrit, c'est tellement fort, qu'il n'y a pas besoin de surjouer quoi que ce soit quand on porte un texte comme celui-là. Puis en plus, avec le propos de l'avortement, je me sentais vraiment passeuse, finalement, de son histoire, du verbe, mais aussi d'une histoire universelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait avant la loi Veil et comment ça se passait, parce que finalement, c'est quelque chose dont on ne parle pas, qu'on passe un peu sous silence. Ces avortements clandestins qui ont tué des milliers de femmes. Et finalement, c'était aussi une manière de raconter ce qu'il y avait avant la loi et de toucher finalement un jeune public. Parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup d'interactions suite à ce spectacle où je voyais des jeunes gens venir me dire « mais je ne savais même pas ce que c'était qu'une faiseuse d'ange ». Donc avec finalement une évidence qu'une loi existe et les protège, mais sans conscience d'abord de ce qu'il y avait avant la loi, parce qu'on n'en parle pas vraiment, et puis surtout, même si les choses commencent à beaucoup bouger,
Et puis surtout, attention, parce que ce n'est pas dans la Constitution et c'est une loi qui pourrait en tout cas souffrir. Je ne dis pas qu'on interdirait l'IVG en France, mais on modifierait les besoins, ou en tout cas, pas les besoins, mais euh, l'intérêt qu'on donne à cette loi, c'est-à-dire lui donner moins de moyens pour que l'IVG soit plus difficile à pratiquer. Et c'est un peu ce qui arrive finalement, où des centres IVG ferment, où il y a la clause de conscience qui fait que certains médecins ne veulent plus pratiquer l'IVG, etc. Bon, voilà, ça peut devenir commencer à être difficile, notamment en province. Et puis, c'était aussi une manière de dire, écoutez, dans le monde aujourd'hui, toutes les 9 minutes, une femme meurt d'un avortement clandestin. Donc, nous, on a cette chance d'avoir une loi, mais dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas le cas partout. Et parfois, c'est remis en cause dans certains pays. Donc finalement, ça avait une portée éducative, une portée vraiment importante. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir jouer ce spectacle dans des pays où l'avortement est interdit, comme le Maroc, le Liban. Normalement, on devait le reprendre. La pandémie nous en a empêchés. Ça, c'est bien dommage. Et malheureusement, avec des problèmes de calendrier, ça devait être repris en mai, pour un mois au Studio Théâtre en mai 20. Puis finalement, ça ne sera malheureusement pas repris. C'est dommage, ça aurait été beau que cette parole puisse continuer à se perpétuer, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, il s'avère que suite à ça, Pauline Bureau m'a proposé finalement de participer à ce projet de Hors-la-Loi, qui est donc un spectacle qu'elle a écrit sur l'affaire du procès Bobigny. Donc, on en revenait à l'avortement, ce procès qui a permis, bien évidemment, la loi, enfin, la sortie de la loi Veil. Et au début, quand elle m'a proposé ça, j'ai eu un petit temps de réflexion en me disant, mais tiens, non pas que je n'avais pas envie d'être associée à l'avortement, mais je me suis dit, tiens, c'est très proche finalement de l'événement. Et elle m'a dit, oui, mais je voudrais que tu joues Gisèle Halimi. Et pour moi, ça a été comme une boucle qui se bouclait, c'est-à-dire que dans le récit d'Annie Ernaux, je vivais l'avortement. Parce qu'on avait vraiment fait un montage sur le livre où on était sur la situation directe, c'est-à-dire cette jeune fille qui fait tout pour avorter. Et parce que dans le livre, il y a aussi des passages où Annie Ernaux parle d'elle 40 ans après quand elle écrit ce récit. Et ça, on les avait enlevés, avec son accord bien évidemment. Donc on était sur un récit direct. Et incarner Gisèle Halimi, pour moi, c'était défendre finalement des femmes qui étaient les dernières femmes qui étaient jugées pour fait d'avortement et qui risquaient 5 ans de prison. Et c'était pour moi comme une logique finalement d'avoir vécu à travers le récit d'Annie Ernaux l'avortement en direct et ensuite sur le spectacle de Pauline d'être celle qui va défendre ces femmes. C'était comme une continuité, une belle continuité logique et donc j'ai accepté ce travail et ça a été merveilleux aussi là et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était au-delà du théâtre. C'est quand ces spectacles ont vraiment quelque chose qui sont au-delà du théâtre, qui sont vraiment... En plus, ici, c'est du théâtre documentaire. C'est ce que fait Pauline Bureau. Elle qui avait déjà fait un spectacle sur le problème du Mediator qui s'appelait Cœur. Je pense que c'est sa manière, elle, de travailler sur justement amener le théâtre sur des sujets sociaux et des sujets politiques et importants. Et donc, là aussi, le spectacle a eu une portée énorme. On devait aussi partir en tournée. On a pu le reprendre au Théâtre du Vieux-Colombier, là, juste avant le reconfinement. On devait partir 4 mois en tournée. Et malheureusement, on a pu juste aller au Luxembourg, où le spectacle a pu se donner dans une jauge très, très limitée. Mais malheureusement, on n'a pas pu l'emmener sur les routes. Et on ne l'emmènera pas. Pour des problèmes de calendrier. Voilà, ouais, c'est dommage. Et puis, il n'y a pas eu une captation. Aucune chaîne de télévision, finalement, ne s'est dit, mais... emparons-nous finalement de ce sujet, filmons-le et diffusons-le dans les écoles. Enfin, parfois, je ne comprends pas toujours, et ce n'est pas une critique, mais le service public, comme France Télévisions, qui subitement, non, ne s'intéresse pas à ce genre de sujet, ne veut pas les capter, peut-être parce qu'il en a peur encore, je ne sais pas, enfin je me suis interrogée pourquoi finalement cette mémoire, comment on ne va plus pouvoir la diffuser, personne ne s'en emparait parce que c'est quand même un sujet d'actualité. Et on a bien vu que les femmes maintenant revendiquent beaucoup de choses, qu'elles sont entendues. Je ne sais pas si le confinement y a contribué, mais en tout cas, c'est sûr qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment. Et j'ai regretté ça, que ça ne se soit pas finalement
que ça n'ait pas pu être capté pour être continué à se donner. Et puis suite à ça, forcément, Éric Ruff a eu cette idée géniale de créer une web télévision qui nous a permis, nous, acteurs de la Comédie Française, de rester très en activité pendant toute la période du confinement depuis mars 20. Et à la rentrée, au moment du deuxième confinement, il a eu cette idée finalement de proposer aux spectateurs un travail à la table, c'est-à-dire de pouvoir être comme une petite souris et de venir finalement voir ce qu'on ne fait jamais. Ce que nous faisons tous en tant qu'acteurs, c'est ce qu'on appelle le travail à la table, c'est le début des répétitions, où finalement on est autour de la table et on va discuter du texte, on va faire des lectures, etc. C'est vraiment l'amorce du travail. Et Eric Ruff voulait qu'on parte sur ce principe où pendant 5 jours, finalement, on travaille autour d'une table sur un texte, donc très très vite, brochure en main, on n'a pas le temps d'apprendre le texte. Et le 5e jour, on le filme et on le propose sur cette web télé comme un travail, comme une manière d'entendre une œuvre différente. Et moi, au moment d'Hors-la-Loi, j'avais découvert ce documentaire de Delphine Seyrig, Sois belle et tais-toi, puisque Delphine Seyrig fait partie des figures importantes du procès Bobigny, puisqu'elle est venue lors de ce procès témoigner en disant qu'elle-même avait avorté. Elle fait partie des 343 salopes qui avaient signé le manifeste, mais qu'elle faisait aussi pratiquer des IVG chez elle. Enfin, elle s'est d'ailleurs, ça lui a été reproché et sa carrière en a souffert, mais elle s'était vraiment engagée très fortement. Et donc j'ai découvert ce documentaire qu'elle a réalisé avec Carole Roussopoulos, parce que toutes les deux avaient créé ce qu'on appelle les Insoumises, qui était un mouvement où elles ont commencé à faire des films et à s'intéresser à beaucoup de choses qui défendaient les femmes. Et donc, toutes les deux avaient fait donc ce documentaire sur l'année 1975-76, où finalement Delphine Seyrig suit d'un film qui avait été réalisé en 1958 par Marc Allégret, qui s'appelait Sois belle et tais-toi, où il y avait Mylène de Mongeau qui jouait une espèce de femme objet, pas très intéressante, enfin un petit peu sausotte, excusez-moi du terme, mais et c'était un peu une réponse à ce film, un peu où finalement la femme était un peu mal considérée ou vue un peu comme une objet d'objet, qu'elle a voulu appeler son documentaire Sois belle et tais-toi. Et donc avec Carole Roussopoulos, elles sont parties à la rencontre de toutes ces femmes, toutes ces actrices, aussi bien françaises, américaines, anglaises, canadiennes, qui étaient des amies de Delphine Seyrig, où elle leur posait finalement 5 questions sur leurs conditions de femmes dans les années 70 et comment elles étaient perçues finalement en tant que femmes et en tant qu'actrices dans ce milieu artistique. Et moi, j'avais trouvé ça génial quand j'ai découvert ce documentaire. Elles étaient 23 comédiennes. Ce documentaire est en noir et blanc. Il a été filmé avec une de ses premières petites caméras comme ça. On sent bien à l'arrache avec même une qualité d'image pas très bonne, etc. Et je me suis dit, mais il y a une théâtralité là-dedans formidable pour pouvoir transmettre le témoignage de ces femmes dans les années 70. Et je m'étais toujours dit, il faudra faire quelque chose avec ça. C'était dans un coin de ma tête. Et au moment où cette web télé s'est présentée, m'est venue tout de suite cette envie, finalement, d'adapter ce documentaire. Et ça s'y prêtait, mais merveilleusement bien. Et finalement, de faire aussi entendre la parole de ces femmes, mais aussi la parole des actrices de la Comédie Française aujourd'hui. Puisque le documentaire, évidemment, j'ai fait tout un montage. Je ne pouvais pas avoir 23 comédiennes de la Comédie Française autour de la table. Elles étaient 13. Et donc, j'ai fait ce que peut-être Delphine Seyrig aurait rêvé, c'est-à-dire le thé, le déjeuner, je ne sais pas, autour de la table de toutes ces femmes qui seraient réunies et pas qui auraient été individuellement interrogées. Cette espèce de grand dîner avec toutes ces actrices. Essayer de mettre de liant parce qu'elles étaient ensemble. Et puis de redistribuer la parole des actrices qui n'étaient pas là. Voilà, on a fait tout un travail qui nous a pris pas mal de temps. Et puis j'ai eu envie de faire ce documentaire en 2 parties. La première donc se passait en noir et blanc, comme le principe du documentaire de Delphine Seyrig, où donc on entendait la parole de ces femmes dans les années 70. Et puis à un moment donné, la deuxième partie de ce travail à la table, on passait à la couleur, les actrices se levaient, s'assiaient sur la table, se retournaient et devenaient elles-mêmes ce qu'elles sont. Donc les actrices, et je leur avais dit la veille du tournage, voilà, je vais vous poser, il y avait 7 questions, vous pouvez y réfléchir, il y avait 5 questions que Delphine Seyrig avait posées et puis 2 autres questions que moi j'avais introduites, mais par contre,
le jour de la captation, puisque c'était sans filet, hein, on filmait, il n'y a pas de montage, hein, tout le travail à la table, c'est-à-dire il n'y a pas de montage, c'est comme si, voilà, on n'interrompt rien, on se jette à l'eau et après, c'est diffusé. Je leur avais dit, voilà, je vous poserai une de ces 7 questions à vous actrices. Et elles ont toutes accepté. Et donc, c'était finalement aujourd'hui, en 2020, puisqu'on a tourné ça en décembre 2020, quelle réponse faites-vous, vous, alors que vous êtes des actrices plusieurs années après, que beaucoup de choses ont bougé. Et j'étais très surprise finalement de voir que pas tant que ça n'avait bougé, que beaucoup de questions, que beaucoup de problématiques étaient encore d'actualité, notamment chez les jeunes actrices de la troupe. Et ça m'a énormément touchée. Voilà, et c'était cette envie finalement de mélanger à la fois le passé et le réel. Donc voilà, oui, je pense que mon parcours s'est vu finalement. Alors, est-ce qu'il y a des hasards dans la vie ou est-ce que les choses doivent se faire à des moments précis? Je ne sais pas. En tout cas, il s'avère que ce sont des chemins, des parcours, des choses qui me plaisent et qui m'ont vraiment intéressée et qui m'ont permis aussi, je pense, de prendre conscience de certaines choses, de comment étaient considérées les femmes, non pas que dans le milieu artistique, simplement les femmes dans la société. Finalement, quand on est actrice, on voit des choses, on pense à certaines choses, mais on a l'impression que c'est la norme, mais aussi en tant que femme. Pour moi, c'était logique. Voilà, c'était comme ça, on était élevés comme ça, on vivait comme ça, on s'intégrait comme ça. Et finalement, d'avoir abordé ces œuvres artistiques m'ont permis de voir que finalement, c'était peut-être pas tout à fait normal et qu'il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas complètement au bon endroit. Donc, je pense que c'est ça qui est magnifique dans notre métier, c'est que le métier d'actrice, ça nous permet évidemment d'incarner des personnages qui nous font aussi nous grandir en tant qu'être humain. Et c'est toujours beau quand finalement un personnage ou un travail ou un spectacle nous permet finalement d'apprendre à nous connaître ou nous éveille sur finalement des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas, aussi bien sur soi que sur les autres. Voilà, en gros, si je peux vous parler voilà, en tout cas ce qui a favorisé un questionnement ou finalement un engagement. Mais ça m'a surtout permis de prendre conscience que oui, c'était un métier où il faut une forme d'engagement. Quelle qu'elle soit, peut-être que je vais à un moment donné travailler sur un autre sujet qui va me dire mais là c'est un engagement qui vaut aussi la peine et qui ne sera pas le féminisme mais qui sera autre chose. J'avais déjà eu la chance d'avoir ça avec les enfants du silence sur le handicap. Bah oui, bah là aussi c'était un rôle qui me permettait de prendre conscience de la différence du handicap et de ce que ça pouvait provoquer. Et voilà, c'était une question aussi importante. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. J'entends plus personne. Je me sens très seule. Très bien. Non. Ben, je reprends la parole du coup. Parce que je ne savais pas si vous alliez continuer, pas continuer. Et du coup, on va peut-être dans ce cas-là, si vous avez terminé votre présentation, je vous remercie. Donc, en définitive, je ne me trompe pas tant que ça. Enfin, je ne me trompais pas en fin de compte, à avoir retracé, enfin avoir vu cet engagement. Je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments passionnants. Moi, j'ai plein de questions à vous poser, mais je ne vais pas monopoliser la parole, d'autant plus que je ne veux pas être, paranoïaque, mais si ça se trouve, c'est quand je parle trop que ça commence à débloquer. Donc, est-ce que, mais vous en faites pas, je garde mes questions en réserve. Est-ce qu'il y a parmi les participants et les participantes des questions? Alors, je vois, il y a Pierre, vous pouvez mettre la main jaune, vous pouvez lever la main. Il y a Pierre, il y a Florence, je les prends dans l'ordre de ce que je vois. Pierre, Florence, voilà, et Pierre. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, j'ai une question qui est un petit peu décalée, mais elle vient de deux choses. Elle vient du fait que Sois belle et tais-toi sous forme incluait aussi bien des actrices francophones, enfin françaises, que
anglophones, américaines, canadiennes, etc., et que vous avez beaucoup parlé d'actrices. Alors j'ai une question qui est un peu en décalage par rapport à votre présentation, mais je me demandais si la problématique anglophone qui essaie de faire appeler acte les actrices, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, alors je ne dis pas qu'elle existe vraiment, je ne pense pas que les actrices en France veuillent se faire appeler acteurs, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans la représentation culturelle et historique de l'actrice qui ajoute en quelque sorte à cette réflexion, à ces questions que l'on pose. Et alors, juste pour, je me rappelle, je pense que c'est quelqu'un qui est présent ici, qui avait fait une réflexion, par exemple, sur des fausses photos d'actrices. Voilà, donc, est-ce que ça a un sens de réfléchir pour vous, à cette opposition acteur-actrice au niveau même de la dénomination, précisément puisque vous êtes aussi dans une société théâtrale, la Comédie Française, où peut-être il y aurait des questions de ce genre? Merci pour cette question. Oui, c'est vrai que nous, par exemple, maintenant, il y a auteur et autrice. Donc moi, souvent, quand je nomme une autrice, je lui demande en amont si elle préfère que je garde auteur ou autrice, par respect pour elle, parce que je respecte. Souvent, elles aiment le mot autrice, mais il y a des femmes auteurs, autrices, qui préfèrent rester auteur. Nous, on a cette question sur le doyenat. Par exemple, on a une doyenne, et quand c'est une femme, on lui demande si elle veut rester Madame le doyen ou Madame la doyenne. Donc ça, c'est vraiment libre à leur choix. Par contre, c'est vrai que c'est une question assez pertinente que vous posez parce que nous, les actrices, on nous a demandé, est-ce que tu veux, est-ce que, bon, on est actrice, on est acteur, on est actrice, on est comédien, on est comédienne. Donc nous, on a déjà cette chance d'avoir finalement voilà, on n'est pas nommé par un terme masculin. Donc déjà, ça c'est important. Après, la féminisation de certaines choses, je les trouve logiques, judicieuses. Mais après, je pense qu'on doit respecter le choix de la personne qui va porter ce titre. Voilà, moi, ça ne me choque pas, par exemple, si une doyenne de la Comédie Française préfère garder le mot doyen, d'être Madame le doyen. Ce n'est pas quelque chose qui va me choquer. Si c'est son choix, il n'y a pas de problème. Après, je trouve qu'on a le choix, comme dans la langue française, on peut dire une après-midi, il y a un après-midi. Moi, je vous avoue que dès que je peux mettre du féminin, je prends le féminin. mais c'est vrai que ce sont des choix qui sont personnels et qui, je pense qu'il ne faut pas imposer. C'est au libre choix. Moi, je vais me dire, si quelqu'un me dit un après-midi, je ne vais pas me dire, ah, il a fait une faute, il faut dire une après-midi. Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit rester personnel. Et librement personnel, c'est-à-dire, voilà, c'est vraiment, je pense, une question par rapport à ce que vous disiez sur le fait de l'anglophone ou des américaines et des françaises. Vous savez que nous, on s'est posé la question quand on travaillait sur le Delphine Seyrig, parce que beaucoup de comédiennes, enfin, quelques comédiennes disaient, oui, mais non, mais c'est normal, parce que, en fait, on trouvait que les actrices interviewées par Delphine Seyrig françaises avaient quelque chose de plus libre que les actrices américaines de la même époque. On avait l'impression qu'aux États-Unis, ça avançait vraiment lentement, alors qu'en France, il y avait déjà une libération avec un certain cinéma, le cinéma de Jacques Rivette, Godard. Enfin, on commençait déjà à aller vers finalement une sorte de petite libération que les Américaines n'avaient pas encore, elles, fait. Et donc, on s'est parfois posé la question, et certaines disaient, oui, non, mais ça, c'est parce que c'est aux États-Unis, on dirait qu'elles sont dans les années 50. Voilà, il y avait aussi cette question-là qui s'était posée. Est-ce que c'était parce que c'était lié à un pays qu'elle semblait finalement moins évoluée, entre guillemets, hein, que par exemple les Françaises, qui avaient un côté déjà plus libre. Je pense à Marie Dubois ou à des femmes qui étaient, on sentait qu'elles étaient déjà plus émancipées que les Américaines, qui avaient même encore des coupes de cheveux très années 50. Ça nous avait frappé aussi, même sur le physique. Donc ça, c'est une question qui s'était posée. Est-ce que c'est lié au pays, c'est lié à des dictats liés par un pays, une culture? Et je pense que oui. Je pense que oui.
Après, je ne sais pas si je réponds totalement bien à la question concernant la féminisation des choses que vous me posiez. Est-ce que je réponds bien à ce que vous me demandiez? Ah, je ne vous entends pas. Oui, merci. Simplement, je posais en somme aussi la question de l'intégration dans le nom qui est courant, qui est normal d'actrice, aussi d'une représentation qui est très genrée par rapport à la représentation de l'acteur. Et donc, qui par exemple, bon, moi je suis 17e de formation, et dans le théâtre du XVIIe siècle, il y a toute cette représentation de l'actrice comme femme libre, comme femme, enfin pas libre, mais facile, etc. Donc il y a tout un. C'était aussi, en somme, l'équivalent de cette position. J'entends bien ce que vous dites. Et oui, 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 moi je vous le dis encore, actrice peut-être plus péjoratif qu'acteur. C'est-à-dire, être actrice est forcément lié encore, mais ça bouge, hein, mais à quelque chose de frivole, léger, facile, excusez-moi, mais parfois pute. Enfin, c'est peut-être excessif ce que je dis, mais il y a de l'ordre de ça quand même. Il faut être réaliste. C'est comme si finalement l'actrice, oui, c'était encore lié à quelque chose d'un peu facile, mais bon, c'est toute l'histoire qui aussi a créé ça, puisque les actrices à un moment donné étaient obligées d'avoir finalement une sorte de mécène. Donc, c'était souvent des amants riches qui les entretenaient, qui leur donnaient de l'argent, où elles pouvaient acheter leur tenue, etc. Ça, c'est toute une époque qui a aussi finalement, où les actrices avaient forcément des relations avec le politique. Les hommes politiques allaient dans le vivier des jeunes actrices, et puis ils avaient des maîtresses, etc. Bon, tout ça qui était finalement normal, entre guillemets, est resté parfois encore collé finalement à la notion qu'on peut avoir des actrices. C'est pour ça que c'est à nous aussi de lutter pour dire, eh ben non, c'est pas parce qu'on est actrice qu'on est forcément des filles faciles, des filles fragiles, des filles... des maris couche-toi là, non. Mais c'est vrai que ça reste encore un combat. Vous voyez encore dans l'œil parfois, ah, actrice, ah, où ça fait un peu peur finalement. Enfin, pour vous donner un exemple, je pense qu'un acteur va fasciner les femmes, un acteur tout d'un coup, et une actrice, les hommes vont faire oula, ils se sauvent, entre guillemets, vous voyez, parce qu'ils disent oulala, oulala, et voilà, et c'est vraiment encore cette notion qui peut être, qui est infime, mais que je sens encore bien là, moi. Donc oui, je pense qu'effectivement, il y a encore de ça. Merci beaucoup. Il y a Florence Nogrette qui a une question à vous poser aussi. Bonjour Françoise. Florence, ravie de te voir. Moi aussi, ravie de te voir. Je voulais te demander, Françoise, si avec tes camarades de la Comédie Française que tu as engagés pour Sois belle et tais-toi, tu as eu des discussions sur les sujets dont il est question dans Sois belle et tais-toi, en dehors du spectacle, enfin de la production. Est-ce qu'autour de la production, vous avez eu des discussions sur ces sujets? Est-ce que ça vous a ouvert un espace de discussion? Ah ouais, bah c'est une super question. Oui. Non seulement autour de la table, parce que ça a été 5 jours merveilleux, où finalement on parlait, on se livrait. C'était magnifique parce qu'on était entre filles. Déjà, c'est pas courant d'avoir une production où on est qu'entre filles. En plus, l'assistante Laurence de la Comédie Française était une femme, donc on était vraiment entre filles. Donc il y a une espèce de libération comme ça qui s'est faite, où finalement elle parlait d'elle. Et puis, en dehors du travail, je sais combien ça a été important pour chacune de faire ça, combien elles ont aimé faire ça, parce que finalement, je me suis rendu compte qu'on ne leur donne pas souvent la parole à cet endroit-là. Et je pense que ça a été un réel plaisir pour elles, et elles me disent, oh, c'est une chance d'avoir pu faire ça. Donc, ça a prolongé les conversations, oui, en dehors. Et moi, j'étais vraiment heureuse de faire ça avec elles parce que c'est des actrices que j'aime beaucoup. J'aurais bien aimé qu'elles soient toutes autour de la table, mais je ne pouvais pas pour des histoires de liberté des unes et des autres. Moi, je les aurais toutes bien mises autour de la table. Et je pense que oui, ça a éveillé quelque chose, ou en tout cas, des choses qu'on n'a pas toujours l'occasion de se dire pouvaient se dire. Et ce qui était magnifique aussi, c'est les témoignages des acteurs, de nos camarades comédiens,
qui étaient bouleversés par ce travail et qui parfois m'ont dit mais merci de l'avoir fait, merci de donner cette place aux femmes. Donc je pense aussi qu'il y a une prise de conscience parfois des hommes en se disant mais c'est important aussi de leur laisser cette place et je pense que eux étaient heureux de voir toutes ces camarades, toutes ces femmes qui toi, peut-être dans une intimité où on n'avait pas l'habitude de la voir. Et d'ailleurs beaucoup, et j'aurais bien aimé, me disaient « Oh, tu ne ferais pas un travail à la table qu'avec des garçons ?» Pour voir un peu finalement, et c'est vrai que je me disais oui, ce serait beau de faire parler aussi les hommes finalement sur cette question, qui est aussi droit au chapitre. Et plein m'ont dit oh, on aurait aimé nous aussi avoir une conversation voilà, entre garçons pour parler de cette question-là aussi. Parce que je pense que souvent, évidemment, on fait parler les femmes et c'est très important, mais parfois aussi, je pense qu'il faut aussi laisser la place aux hommes de s'exprimer par rapport à l'évolution des femmes, qui va très vite, qui bouge très vite et qui parfois peut les déstabiliser. Et c'est vrai que sur ce point-là, on ne donne pas forcément non plus la parole si facilement. Donc oui, et je vous avoue que c'était comme ces 5 jours, ça a été comme une sorte de petite bulle, de petit suspens. Et quand on se recroise, on a ça en plus entre nous maintenant. Donc c'est beau, ouais. Merci Françoise, merci Florence. En fait, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. En fait, moi, une des choses qui m'a beaucoup frappée dans votre spectacle, et donc dans la mise en parallèle entre la lecture du texte adapté de Delphine Seyrig et puis les questions que vous posez aux actrices qui parlent en leur nom, c'est que la première question que pose Delphine Seyrig et à quasiment toutes les interviewées, c'est si vous aviez été un garçon, est-ce que vous auriez été acteur? Et toutes répondent non. Quand vous reposez la même question, alors vous ne la posez pas à toutes, hein, mais quand vous reposez la question, en fait, toutes celles à qui vous la posez, et c'est assez, comment dire, intéressant aussi que dans le choix des acteurs, enfin dans le choix, ou pas le choix, enfin dans la troupe d'actrices de la Comédie Française que vous en avez de tous âges. Vous avez les actrices plus avancées, vous avez Claude Mathieu, vous avez, bon, je ne sais pas quel âge elles ont exactement, enfin bon, hein, vous avez des académiciennes de la Comédie Française, donc les toutes jeunes. Vous avez Coralie Zoanero, dont on sait qu'elle a 50 ans puisqu'elle le dit, donc là je ne dévoile rien du tout. Bon bref, vous avez tous les âges. Et toutes celles à qui vous posez la question, si vous aviez été un homme, est-ce que vous auriez été acteur, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit de la génération plus ancienne, vous répondent oui. Alors, en fait, ma question, elle est un peu inversée, parce que là, ce n'est pas du statut de la femme qu'il s'agit surtout, c'est surtout du statut de l'acteur et de la façon dont les femmes voient le statut de l'acteur. Mais en gros, l'impression que ça donne, en tout cas pour la spectatrice que j'étais quand j'ai regardé le spectacle, c'est que pour les femmes actrices des années 70, être acteur n'incarnait pas suffisamment la liberté qu'elle cherchait ou même était trop dévalorisée pour que, s'imaginant garçon, elle puisse vouloir être acteur, alors que aujourd'hui, elles disaient toutes oui, si j'avais été un homme, j'aurais été. En fait, elle répondait même pas vraiment à la question dans ces termes-là. Elle répondait à la question en termes de garçon ou fille. J'ai toujours c'est acteur ou actrice que j'aurais voulu être. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous a frappé aussi, si vous avez un commentaire là-dessus, si vous avez une analyse de cela, et quelle analyse vous faites? Une des vraies choses qui étaient vraiment différentes par rapport aux années 70. Ça, c'était vraiment radical. C'est-à-dire que ça m'avait complètement frappé. Toutes les femmes du Delphine Seyrig disent non. Non, parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, c'est très difficile d'être une femme dans ce milieu, mais c'est déjà difficile d'être une femme dans cette société-là. Et elles se rendent compte qu'en fait, et elles associent souvent ça à la liberté. Parce qu'elles se disent que les hommes sont plus libres
Et que quelque part, si elles avaient été un homme, elles se seraient permises de faire des métiers où elles auraient été plus libres. Il y en a une qui dit, par exemple, ben, j'aurais travaillé sur un bateau, j'aurais été aventurière, comme si ces choses-là, finalement, elles n'y avaient pas accès en tant que femmes. Donc finalement, elles avaient choisi d'être actrices. Donc ça, c'était intéressant. Et par contre, c'est vrai que toutes les actrices aujourd'hui ne se posent même pas la question. C'est-à-dire, c'était même troublant de se poser la question, finalement, de se dire, bah, si j'avais été un homme, est-ce que j'aurais été acteur? Et elles disent toutes oui. Oui, parce que je pense qu'il y a une manière aussi d'assumer différemment son statut et qu'en plus, aujourd'hui, on est plus libre. Si aujourd'hui, une fille qui a 25 ans veut être aventurière et faire le tour du monde en bateau, elle a le droit. Enfin, elle ne va pas avoir peur de ça, elle peut le faire. Donc, le choix d'être actrice n'est pas finalement un choix en soi parce que finalement, on ne peut pas faire réellement ce qu'on voudrait et qu'on se retrouve à faire ça. Aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, si on décide d'être actrice, c'est parce qu'on a vraiment envie d'être actrice et c'est pas par défaut. Enfin, je sens que c'était vraiment ça. Et c'est vraiment lié à une forme de liberté. C'est-à-dire, on sent vraiment que dans les années 70, les femmes sont encore dans des carcans où elles n'ont pas accès à certaines choses. Aujourd'hui, on y a accès. Donc, si on fait un choix, on le fait de manière délibérée. Et puis, je pense aussi, peut-être parce que, tout à l'heure, la question que le monsieur m'a posée sur le fait qu'être actrice, c'est encore péjoratif. Oui, ça l'est encore, mais quand même moins qu'avant. Et donc, quelque part, c'est aussi affirmer la liberté de son choix. Je veux être actrice. Point. Et ce n'est pas une histoire de genre. De toute façon, moi, sur la question du genre, je ne sais pas si je vivrai encore, mais j'aimerais tellement qu'un jour, on ne se la pose plus. C'est-à-dire, j'aimerais vivre un jour où on ne se pose plus « Ah, c'est parce que garçon-fille, non ». C'est-à-dire que tout ça soit naturel, soit intégré et qu'on n'ait plus à se poser la question du genre. Ah oui, c'est parce que j'ai une fille, j'ai un garçon. Non, voilà, j'espère qu'on y arrivera. C'est sûr qu'il y a des choses biologiques qui nous sépareront toujours. Voilà, il y a la suprématie de l'homme sur le fait qu'il peut faire des enfants jusqu'à la fin de sa vie, ce qui n'est pas le cas de la femme. Donc ça, c'est quelque chose qui nous séparera toujours. C'est de l'ordre du biologique. Alors, on peut avoir des avancées scientifiques sur la biologie, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, les hommes pourront porter des enfants, j'en sais rien. Mais en fait, la question, aujourd'hui, elle est là. La limite et la différence, elle est vraiment dans la biologie et aussi peut-être dans la manière de fonctionner. On ne fonctionne pas, nos cerveaux ne sont pas tout à fait conditionnés de la même manière. Mais ça ne nous empêche pas de vivre en bonne intelligence et en évolution. Pour moi, le féminisme, la définition, c'est d'avancer, mais avec les hommes. Ce qu'avait très bien compris Gisèle Halimi au moment de son procès, avec beaucoup d'intelligence, où elle a fait venir à la barre, non pas que des femmes, mais des hommes. C'est-à-dire, c'était une manière de montrer, mais pour nous avancer les femmes, on a besoin des hommes. Donc, il faut rallier les hommes à notre cause et être ensemble en bonne intelligence pour faire évoluer les choses. Et je suis absolument encore persuadée que c'est le cas aujourd'hui. Moi, je ne me vois pas sans une évolution commune et intelligente et constructive. C'est-à-dire les hommes tous à mettre à la fin, voilà, radicaliser. De toute façon, tout ce qui est radical ou radicalisé n'est pas bon, je pense. C'est pas dans ça qu'on peut faire pousser des belles fleurs. Donc, moi, je pense que c'est avancer ensemble en bonne intelligence. Donc en soi, pour en revenir à votre question, Anne, oui, ça, c'était vraiment la chose sur laquelle il y avait une radicalité de différence. Et c'est là qu'on sentait que les femmes des années 70 étaient encore empêchées, étaient encore vraiment dans une case où elles devaient répondre à certains critères, voilà, qui les empêchaient finalement à être libres, totalement libres. Merci beaucoup. Il y a Gaëlle qui je distribue pas très bien, je suis pas très comment dire habile à ça, mais enfin bon, il y a Gaëlle qui a une question. Oui, bonjour et merci beaucoup pour cette intervention. Moi, je me demandais justement si si pour vous, dépasser la question du genre, comme vous le disiez à l'instant, ça signifierait, en tant qu'actrice, de pouvoir incarner des rôles masculins, puisqu'il y a effectivement, ou en tout cas dans le théâtre classique, moins sans doute dans le théâtre contemporain, une disproportion entre le nombre de rôles masculins et le nombre de rôles féminins. Enfin, quelle est votre position sur cette question? Est-ce que dépasser les questions de genre reviendrait finalement à rendre un peu indifférente la question du genre acteur ou actrice pour incarner tel ou tel rôle? Oui, tout à fait, c'est une question vraiment importante. Elle l'est aussi sur la nationalité.
C'est-à-dire accepter aussi que des gens de couleur puissent incarner des personnages qui, au départ, on se dit, mais on ne peut pas mettre une personne de couleur dans un personnage puisque son père et sa mère sont blancs. Voilà, tout ça, c'est aussi la question du genre. Elle n'est pas que sur le féminin masculin, elle est aussi sur la nationalité, les origines. Après, oui, je suis d'accord avec vous, notamment sur le théâtre classique, il y a effectivement un déficit. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a la jeune première, et puis il y a un trou et il y a Bobonne, enfin, il y a grand-mère. Enfin, moi, ça m'a toujours choqué. Donc, on passe de la jeune première, et puis il y a toute une tranche d'âge, finalement, de la femme de 40 à 60 ans, qui est un petit peu, soit des rôles plus secondaires, des rôles de mère, c'est des rôles qui ne sont pas forcément très intéressants ou très valorisants. Et donc, oui, il y a un déficit. Alors, c'est vrai que dans le théâtre contemporain, moi, je me dis toujours, les auteurs contemporains, ils commencent à écrire pour toutes ces tranches d'âge de femmes. Et puis, surtout, il y a une discrimination, mais aussi au cinéma. Pourquoi un acteur de 60 ans va se retrouver avec une actrice qui doit incarner sa femme qui en a 30 ? Et jamais une femme de sa génération qui va jouer sa femme. Pourquoi ? Ça, c'est des questions très importantes. Et pourquoi une femme de 45 ans va avoir un acteur comme fils qui en a 38 ? Parce que ça arrive. Donc, c'est débile. Et ça arrive. Et ça passe. Et ça, moi, je trouve que c'est aussi un problème d'écriture et finalement de projection sur une catégorie d'âge qu'on a tendance finalement à stéréotyper. Il faudrait déjà que les scénarios soient écrits pour une femme de 50 ans dont le mari a 60 ans. Enfin, je ne sais pas. Vous voyez, déjà, ça rétablirait les choses. Après, pour la question de genre, c'est vrai qu'on évolue beaucoup en ce moment. C'est vrai que des acteurs hommes incarnent des femmes, que des femmes incarnent des hommes. Je pense que Sarah Bernard avait eu la grande intelligence de comprendre que tous ces rôles-là, quand elle est arrivée à cet âge-là, étaient beaucoup plus intéressants de jouer des hommes. C'est pour ça qu'elle a joué Hamlet, l'Aiglon. Elle avait bien tout compris parce qu'effectivement, c'est des personnages beaucoup plus intéressants. Donc, je pense qu'on peut maintenant se permettre cette souplesse-là. Après, il faut avoir des points de vue. Moi, je rêve toujours de monter une misanthrope parce que je trouve que le rôle d'Alceste est magnifique. Je n'ai jamais eu de fantasme sur le rôle de Célimène, mais je me suis toujours dit, j'aimerais jouer Alceste. Ce qu'on peut se permettre au conservatoire. On a cette liberté, finalement, de pouvoir incarner des personnages. Moi, je me souviens avoir incarné Lorenzaccio au conservatoire, le monologue de Lorenzaccio que je trouvais formidable. Et on m'avait dit, travaille-le au conservatoire parce que tu as peu de chance de le jouer après. Donc, je l'avais travaillé au conservatoire, mais on peut se permettre cette liberté puisqu'on est dans le travail, puisqu'on est dans la découverte. Après, dans la vie, voilà, pour en revenir au misanthrope, moi, je rêve de monter un misanthrope où ce serait l'inverse, où Célimène serait un homme et Alceste une femme, parce que pourquoi pas subitement déplacer les choses à un endroit et de voir aujourd'hui, en 2021, ce que ça pourrait raconter. C'est des expériences, c'est une manière aussi d'aller plus loin, c'est pour découvrir autre chose, voilà, sur le genre. Et donc, c'est vrai que moi, je vois bien qu'il y a un moment donné, quand on quitte la jeune première, c'est pas toujours facile de trouver des rôles intéressants pour une certaine tranche d'âge, aussi bien au théâtre qu'au cinéma, d'ailleurs. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut maintenant travailler ou en tout cas essayer avec intelligence d'amener les choses et se dire non, il y a aussi tout un répertoire qu'on peut tordre, qu'on peut redécouvrir ou au contraire dans la réécriture du théâtre contemporain où on peut donner une place finalement aussi à ces femmes-là. D'ailleurs, c'est très troublant dans le film, dans le documentaire de Delphine Seyrig, toutes les femmes qui ont eu des enfants ne peuvent plus prétendre au cinéma qu'à jouer des mères de famille. Oui, c'est ces stéréotypes-là. Je me dis, mais c'est absurde. Comment on pouvait imaginer qu'une actrice, parce qu'elle était devenue mère, ne pouvait plus qu'incarner des mères. Elles le prennent avec humour, mais en même temps, quand on y réfléchit bien, c'est terrible, c'est réducteur. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Oui, merci. Moi, je me demandais vraiment quelle était votre position aussi, vous, en tant qu'actrice, par rapport à ces rôles masculins, mais vous avez répondu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Françoise ? Pierre a une autre question. OK. Mais il faut qu'il mette son micro, Pierre. Voilà, Pierre a mis son micro. Du coup, j'ai envie de rebondir parce que, alors,
la question effectivement des rôles, de ne plus tenir compte du genre de l'acteur ou de l'actrice pour le rôle, c'est intéressant au niveau de défaire la binarité du genre d'une certaine manière, peut-être. Et alors, du coup, c'est la question peut-être de la suspension on dit de suspension of disbelief, la manière en somme, d'arriver à faire croire à quelque chose qui en soi n'est pas évident. Et je me demandais pourquoi, alors peut-être la réponse est-elle évidente, mais pourquoi à l'opéra, il est très facile d'avoir des femmes, des mezzos par exemple, ou même, alors ça peut être pour Chérubin par exemple, ça peut être un mezzo, une soprano, etc., ou des contre-ténors, etc. Pourquoi à l'opéra, c'est une sorte ça passe très bien, et pourquoi alors au théâtre, il y aurait une résistance? Est-ce que le jeu théâtral ne peut pas fonctionner comme la combinaison du jeu et de la voix? C'est une question peut-être naïve, mais qui rebondit sur la précédente. Mais je crois, si j'ai bien compris votre question, que c'est une histoire de code. Qu'à l'opéra, c'est rentrer dans les codes de l'opéra. Et on se rend bien compte que parfois, bouger les codes, et en tant que Belge, pardon, je peux dire que parfois, bouger les codes en France, c'est compliqué, c'est lent, il faut y aller un peu sur la pointe des pieds. Donc, à l'opéra, ce qui est de l'ordre des codes intégrés ne l'était pas encore totalement au théâtre. Mais on y vient quand même. Hein. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent et qui bougent très vite. Mais je pense que c'est une histoire de codes et de codes liés à un artistique, comme on a tendance à cloisonner l'artistique. Il y a l'opéra, et puis il y a la danse, et puis il y a le chant, la variété, et puis il y a le théâtre, et puis il y a le cinéma, où finalement tout ça parfois a du mal à circuler entre eux. Donc c'est sûr que les codes de l'opéra ne sont pas forcément les codes du théâtre. Et c'est vrai, pourquoi pas? Parce qu'en plus, finalement, l'acte théâtral, c'est quoi? C'est d'incarner ce qu'on n'est pas. C'est d'avoir ce plaisir d'aller là où, voilà, à découvrir quelque chose qu'on n'est pas. Donc, jouer un homme, c'est aussi découvrir des choses comme un homme qui jouerait une femme, etc. Après, je pense qu'on y vient. On y vient, c'est quelque chose qui va... Et après, évidemment, c'est bien aussi de jouer les choses comme elles sont écrites. Mais moi, je pense que tout est possible à partir du moment où c'est fait avec intelligence et pas fait pour juste faire un coup de pub, je ne sais pas. Quand c'est réellement pensé et que c'est réellement travaillé intelligemment, alors moi, je me dis que tout est possible. Ce que vous avez dit est vraiment très intéressant parce que jouer les choses comme elles sont écrites, justement, c'est supposer que le rôle d'homme est écrit pour un acteur. Et là, on est vraiment dans une tradition qui est réelle, évidemment, je ne la nie pas, mais qui est aussi binaire. Et du coup, la question, enfin, j'avais mis dans le chat que récemment, je crois que Glenda Jackson a joué King Lear, le roi Lear. Et en fait, donc, la question serait de savoir qui pourrait vouloir faire bouger ces codes et qui le peut. Alors, est-ce que ce sont les actrices précisément, des metteuses en scène, des metteurs en scène? Voilà. Et est-ce que c'est aussi une question de modernité dans le théâtre? Je dis ça parce que vous avez évoqué la danse. Et de fait, au cours du 19e siècle, les danseurs et les danseuses ont été en quelque sorte, ont divergé avec l'adoption des pointes, la technique. Or, et ça s'est spécialisé, et la danse contemporaine, justement, rejoint ou aide les choses à bouger en mettant les garçons sur pointe, par exemple, ou des choses comme ça, où tout le monde s'en chausson. Donc, vous voyez, d'un point de vue pratique, qui peut avoir la volonté de le faire, qui peut le faire, qui peut, alors on dit en français maintenant, initier cela, bon, donc qui peut l'initier? Voilà. Est-ce que ça vous intéresserait, vous, par exemple? Enfin, vous avez semblé dire que oui, mais voilà.
Oui, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant, alors qui a ce pouvoir-là? Ben, je pense notre génération d'aujourd'hui, la génération qui arrive, le fait que les femmes vont aussi avoir peut-être plus de possibilités. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de femmes metteurs en scène. Hein. Elles étaient très, 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 très peu. Et c'est maintenant qu'on commence à être dirigées par des femmes. Moi, j'adore ça. J'adore les femmes metteurs en scène. Je trouve qu'on leur donne de plus en plus de crédit, comme on leur donne de plus en plus la possibilité de diriger des lieux culturels, parce que ça a été évidemment très patriarcal pendant longtemps. C'était des hommes qui dirigeaient les lieux culturels, qui prenaient les décisions. Là, on voit que ça commence à bouger, la parité, etc. Donc, ça avance. Donc, je pense que c'est déjà toute cette génération-là qui va pouvoir faire bouger les choses. Et puis, c'est la volonté artistique, le désir artistique des créateurs qui vont avoir envie de se dire, tiens, on va se placer à cet endroit-là. Moi, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai eu envie. C'est pour ça que la danse était une de mes grandes passions et que le travail sur le mouvement est quelque chose qui m'intéresse. Et j'ai bien vu au début combien c'était compliqué d'aller vers un autre mode artistique, c'est-à-dire j'aime la danse, mais Françoise, elle est actrice, pourquoi elle se met à travailler sur le mouvement, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Moi, j'en ai un peu souffert au départ, mais je voulais rester là-dessus, parce que pour moi, c'était la même manière, finalement, l'art, il est universel, quel que soit le support. C'est le support qui change, mais ce qu'on a envie de dire ou ce qu'on a envie d'exprimer, c'est exactement la même chose. Je vais faire une toute petite parallèle. Dernièrement, j'ai rencontré Jean-Claude Héléna, qui est un grand nez français, qui crée des parfums, qui a créé des parfums pour des grandes maisons comme Hermès. Et j'ai discuté longuement avec lui et je lui ai dit, mais en fait, on fait exactement le même métier. C'est juste notre support qui n'est pas le même. Mais on est à la recherche de la même chose, de la perfection. On a les mêmes émotions poétiques. On a ce désir de l'émotion, de la quête. Et elles étaient les mêmes. Et sauf que lui, il va créer un parfum, puis nous, on va essayer de créer un personnage. Mais donc, le support n'est pas le même, mais la quête est la même. Et ça, c'est dans toutes les formes d'art. Et donc, ça, c'est quelque chose, moi, qui me touche beaucoup. Donc, je pense que tout ça va évoluer aussi parce qu'il faut aussi qu'on se rencontre dans les formes artistiques, qu'on partage nos supports, justement, et qu'on puisse travailler de plus en plus ensemble. Mais ça vient, hein, moi, ça a toujours été mon désir, mais je trouve que là, ça vient vraiment. Donc, je pense que ce sera une velléité de la génération d'aujourd'hui et de la génération qui va arriver, qui arrive déjà, avec des nouvelles manières de travailler, avec finalement, peut-être qu'elle ne se posera plus cette question du genre et pourra finalement créer en toute liberté et qu'il n'y aura pas d'inquiétude à se dire pourquoi Lyre ne serait pas africain, pourquoi ce ne serait pas un homme, pourquoi un homme ne peut pas jouer une héroïne, etc. Donc je pense que toutes ces questions-là qui arrivent, elles vont continuer finalement à se confirmer, à se cristalliser, à se développer. J'espère, Pierre, que je réponds bien à votre question. Parce que oui. Mais donc je pense que tout est encore à faire. C'est ça qui est beau finalement, et c'est ça qui nous donne envie du lendemain, c'est que tout est encore possible, que tout va encore évoluer et que tout ça n'est qu'en chemin. Alors, j'ajoute juste que Sandrine est en train de nous indiquer dans le chat que Benjamin Millepied joue actuellement Roméo et Juliette avec un homme et une femme dans les rôles principaux, puis 2 hommes, puis 2 femmes en alternance dans son ballet. Donc, je ne sais pas si Sandrine, vous voulez prendre la parole pour si vous avez une question, si vous voulez ajouter, puis vous continuez en plus. Don Juan, je vous laisse la parole. Moi, ça m'a bien intéressé. Ça va être joué à la scène musicale là, parce que ça a été arrêté par la pandémie, mais c'est repris. Et j'avais trouvé ça très intéressant justement qu'il change les possibilités. On peut voir une fois avec 2 hommes, une fois avec 2 femmes ou une fois avec un homme et une femme. Moi, j'avais vu, vous parliez du misanthrope, j'ai vu Don Juan jouer à Paris, qui était très intéressant aussi sur le renversement des rôles. J'avais beaucoup aimé, parce que j'avais enseigné Don Juan pendant longtemps. Et je me souviens, après, vous parliez de la différence des sexes, d'avoir vu à la Comédie Française des gens de couleur, par contre, un Tartuffe avec… Bacary Sangaro. Voilà, qui le jouait. Alors, j'avais amené des étudiants, ça savait pas… Ils avaient tiqué au début. Alors, C'était le début, moi je me souviens même, parce que j'ai
séminaire, donc j'étais dans la salle souvent au Tartuffe, mais c'était horrible. J'entendais des jeunes gens avoir des propos racistes. Oui, c'était très dur parce que moi j'en ai des gens. Parce que c'était audacieux. Mais maintenant, je pense que ça choquerait moins. Certainement, bah oui, parce qu'il y a eu aussi la série, la récente anglaise de Bridgerton, justement, où on a un mélange de gens de couleur et de blancs qui posent plus autant de questions. Enfin, mais là c'était vrai, c'est le père qui était représenté, puis il a une force et un accent qui était impressionnant, donc il fallait l'expliquer vraiment pour dire non, mais l'acteur, il est capable de représenter plusieurs rôles, voilà, il faut se mettre dedans. Oui, puis ces enfants très intéressant. étaient blancs. Donc, voilà, tous les autres. Mais alors, oui, moi je me souviens que ce Tartuffe, c'était audacieux d'avoir proposé ça. Ouais. Et oui, j'avais été choquée de voir des écoles qui tenaient vraiment des propos racistes dans la salle, qui riaient quand Harry parlait, etc. Il y avait encore quelque chose, et pourtant ça date de peut-être, je sais pas, 15 ans, oui, c'était à 15 ans. Et là, on voit encore que ça passait mal, et en plus dans le cadre de la comédie française. Parce que Bakary a été très longtemps finalement le seul acteur de couleur qui représentait finalement, et on n'en engageait pas parce qu'on disait on ne peut pas les distribuer. Ça change, là, Eric Rue a engagé Galka Milindi, il a engagé Biran Ba, il vient d'engager encore une jeune fille qui s'appelle Kleina Clavaron, qui est de couleur, et donc les choses bougent aussi à cet endroit-là. Mais on se rend compte à quel point c'est pas facile, voilà. Mais ça bouge. Mais c'est vrai que ça bouge doucement. Et c'est vrai que ce Tartuffe, je me souviens que ça avait fait couler un peu d'encre parce qu'on n'était pas encore prêt, ou alors il fallait ce déclencheur pour permettre que ça puisse se faire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était audacieux. Et oui, je suis d'accord avec vous sur Benjamin Millepied, sur toutes ces choses-là qui sont en train de bouger. Parce qu'en plus, il faut bien dire que le théâtre de Shakespeare n'était joué que par des garçons à l'époque élisabéthaine. Donc, même les rôles de filles étaient joués par des garçons. Ben voilà, maintenant, pourquoi pas le contraire. Donc, voilà, maintenant, on peut l'évoquer, on peut se le permettre sans que tout le monde rie. Tout à fait. Et Don Juan, par exemple, pour moi, c'était vraiment un succès parce que c'était très intéressant. Mais il y a aussi une manière de jouer les rôles. Par exemple, pour faire un petit parallèle, je pense par exemple à Cyrano de Bergerac, que j'ai eu la chance de jouer Roxane. Et en fait, j'avais une longue discussion avec Denis au départ parce que je lui disais, est-ce que tu es sûre que tu veux moi comme Roxane, qui n'incarne pas finalement l'image que moi-même je m'en faisais, d'une grande femme blonde, très, très, très pulpeuse. Et moi, j'étais une petite brune, très tonique. Et je disais, mais parce que dans mon imaginaire, c'était ça qu'elle était censée incarner. Mais qui a dit, à part le 19e siècle, que finalement, Roxane, c'est un peu Sois belle et tais-toi. C'est-à-dire le fantasme incarné par la beauté de Roxane. Ah, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Mais personne, c'est pas écrit dans la pièce. Moi, je crois que Roxane, Cyrano l'aimait, oui, peut-être parce que c'est pas une mocheté, mais c'est aussi parce qu'elle est brillante, que c'est une précieuse, et non pas une précieuse qu'a ridiculisé Molière, mais une précieuse, c'était une femme qui revendiquait le droit à la culture, à la connaissance, donc à la liberté. Donc c'est une femme qui n'est pas simplement belle, c'est une femme qui a de l'esprit. D'ailleurs, il suffit de voir dans ses joutes verbales au balcon, elle a de l'esprit. Et Cyrano l'aime aussi, et avant tout pour ça. Et on en a fait finalement une icône de juste une beauté, et que tout le monde s'arrache la beauté. Mais c'est pas ça, Roxane. Donc moi, j'ai pas voulu la travailler dans ce sens-là parce qu'il était écrit nulle part. Alors qu'au départ, je me faisais cette idée que j'avais eu un doute sur le choix de Denis. Donc c'était de me dire, mais c'est écrit nulle part qu'elle est juste belle. Donc il faut aussi l'incarner autrement que simplement elle a des belles robes et puis elle vient à la guerre avec un carrosse et tout. Non, ça c'était réducteur pour moi. Mais c'est souvent l'image qu'on s'en faisait. Donc vous voyez aussi parfois par rapport à l'incarnation d'un rôle de son propre sexe, on en a fait parfois des figures qu'on a cristallisées dans quelque chose qui n'est pour moi pas juste. Et Roxane, pour moi, c'est la représentation typique de ça. Et tout à fait, vous avez raison. Et ce que vous me dites, ça me fait réfléchir parce qu'au début, j'étais sceptique sur un type de spectacle parce que j'ai vu Cyrano, par exemple, joué par un seul acteur qui joue tous les rôles, comme Don Juan aussi à Londres. D'ailleurs, c'est des gens aussi. Oui. Je faisais partie d'un projet de la Comédie Française qui venait à Londres des acteurs. Et
des fois, je me disais, ouais, mais c'est la variété des acteurs, c'est quand même passionnant de voir. Mais là, on voit bien qu'un acteur peut tout jouer aussi et qu'il peut bien nous incarner quand on est dans une pièce, finalement différents rôles, et que ça peut être un homme qui joue tous les personnages masculins et féminins dans ce cas-là, et qu'on peut se laisser emporter par un spectacle. La question, c'est de savoir si un acteur peut tout jouer. Voilà. Il peut essayer de tendre à s'approcher le plus possible de tout, entre guillemets. Après, on a des limites, hein, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, hein, et tant mieux. Et voilà, c'est aussi les accepter, mais je me dis, il ne faut pas se censurer. Tout à fait. Quand on est acteur, c'est dommage. Ça veut dire qu'on censure une forme d'incarnation. Et ce qui est beau et ce qui est important et qui, je pense, ne doit pas se perdre, et que parfois j'ai un peu des inquiétudes dans la nouvelle manière de faire du théâtre, c'est, c'était pas tout à fait le sujet, mais c'est quelque chose, moi, qui m'inquiète, c'est-à-dire, c'est la disparition de la notion du personnage. C'est-à-dire, on n'incarne plus, on joue ce qu'on est. Et parfois, moi, ça m'inquiète un peu sur la disparition de la notion du personnage et de l'incarnation du personnage. Et je trouve qu'il ne faut pas perdre ça. C'est dommage. Et je vois parfois dans la nouvelle génération qu'ils ont une manière de travailler qui est justement à l'opposé de l'incarnation du personnage. Même parfois un rejet d'une incarnation. Et ça me pose questionnement. Je me dis, tiens c'est bizarre. Bon, c'était une mode qui n'aura qu'un temps. Parce que pour moi, je trouve que la jouissance d'être acteur, c'est l'incarnation. Si c'est jouer tout le temps ce qu'on est, avec une manière comme ça un peu désinvolte. Pardonnez-moi, ça va peut-être vous faire sourire, mais j'appelle ça un peu le jeu franc-prix. On va au franc-prix comme on rentre sur scène, avec de nonchalance, qui est une manière aussi intéressante de travailler, mais qui pour moi a assez limite. Merci beaucoup. Moi, j'ai travaillé sur les précieuses, et c'est vrai que ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est passionnant, c'est vrai, d'avoir l'interprétation, parce qu'elles n'étaient pas toutes. Voilà, c'était vraiment une éducation. C'est Molière, parce qu'il a, comme tous les hypocondriaques, évidemment, il a forcé le trait de tous les caractères de sa société qu'il a vu à la loupe grossissante. Mais c'est vrai que souvent, on a l'impression que les précieuses, elles sont forcément ridicules. Mais non, pas du tout dans l'histoire. Voilà, Madame de Sévigné, c'était Mademoiselle de Scudéry, des gens très, très… Voilà, il y avait toutes les formes, tous les visages. Et tout. Oui, donc c'est dommage finalement de réduire les choses. Parfois, il faut aller au-delà de finalement quelque chose qu'on nous a inculqué sur des idées toutes faites, en fait. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je peux revenir à une question qui est en fait au cœur il y a aussi Thibaut. Alors, je me permets de poser ma question, puis après, je passerai la parole à Thibaut qui a une question. Mais une des questions quand même qui est au cœur du documentaire de Delphine Seyrig, c'est la question du métier de l'actrice dans un monde professionnel qui est un monde professionnel très masculin. Quand vous la posez aux actrices de la Comédie Française, il y a la réponse qu'a faite Daniel Lebrun, qui a utilisé le terme de on est privilégié, m'a fait vraiment réagir, mais pas du tout dans la façon dont l'utilisait Daniel Lebrun, parce que Daniel Lebrun a dit on est des privilégiés, nous les actrices on est des privilégiés, et puis elle a continué en disant par rapport aux assistantes boulangères. Donc, les actrices en général, c'est une profession de privilégiée par rapport à d'autres professions. Et moi, quand elle a dit ça, je me suis dit, oui, mais en fait, toutes les actrices n'ont pas le même statut. Toutes les actrices sont pas, n'ont pas les mêmes droits et possibilités au sein de la profession. Et être actrice à la Comédie Française, c'est être fonctionnaire. Et c'est une grande chance, c'est être privilégié dans le monde des acteurs et des actrices que d'être acteur à la Comédie Française, comme d'être à l'opéra, comme d'être enseignant aussi. Donc de ce point de vue-là, on partage les mêmes privilèges. Et je me demande quelle est la conscience en fait s'il y a une conscience, quelle est la conscience de cette grande différence qu'il y avait entre les actrices de la Comédie Française qui ont joué dans votre adaptation, les actrices qu'a interviewé Delphine Seyrig, qui
aujourd'hui sont peut-être, pour la plupart et encore pas toutes, très célèbres, mais même quelqu'un comme Marie Dubois disait elle-même que, en fait, elle n'était ni, alors à l'époque c'était apparemment Annie Girardot, Catherine, je suppose que c'était Catherine Deneuve, il y en avait une troisième qui était en haut de l'affiche, je ne sais plus qui c'était. C'était qui? Romy Schneider. Ah oui, Romy, bien sûr, voilà, c'est ça, Romy Schneider. Donc, on comprenait qu'en fait, elle ne faisait pas Marie Dubois, pour moi aujourd'hui, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais enfin, quand même une star des années, de ces années-là, elle ne l'était pas du tout. Et bref, aujourd'hui, entre l'actrice de la Comédie Française et l'actrice intermittente du spectacle, je ne suis pas sûre que le. Enfin, voilà, c'est pas exactement la même chose. Oui, alors, bon, ça fait beaucoup de choses, j'ai essayé de répondre. D'abord, je pense que le propos qu'a eu Danielle, elle le développerait certainement mieux que moi. De toute façon, c'est sa manière de penser. Il faut bien dire que Danielle, que j'aime énormément, qui a plus de 80 ans, donc c'est aussi une actrice d'un certain âge qui a eu une carrière énorme hors Comédie Française, donc qui a connu les deux. D'abord, elle est rentrée comme pensionnaire, puis elle est partie. Puis elle a fait toute sa carrière et puis elle est revenue. Il y a aussi cette sagesse chez Danielle qui fait que son âge fait qu'elle pose aussi parfois un regard sur les choses qui est peut-être différent quand on a 40 ou 50 ans. Voilà. En plus, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'autour de la table se trouvaient pratiquement, non, elles étaient quasiment toutes là, les actrices de Hors-la-Loi. Pour moi, c'était hyper important que comme on ne pouvait pas partir en tournée avec Hors-la-Loi et que j'ai fait Sois belle et tais-toi, il y avait Coralie, il y avait Danielle et il y avait Claire de la rue du Camp. C'était important que ces femmes-là aussi, qui étaient aussi sur Hors-la-Loi, fassent partie de ça. C'était aussi pour moi très important qu'il y ait toutes les générations. J'ai essayé qu'il y ait toutes les actrices de tous les âges. Donc ça, c'était vraiment important. Donc après ça, c'est la vision de Danielle sur les choses, comme parfois elle dit « Oh, les bonhommes, ils sont pas si méchants que ça, on les aime, etc. » Mais je pense qu'il y a aussi cette sagesse de son âge qui lui fait peut-être avoir parfois du recul sur certaines choses. Mais elle en parlerait beaucoup mieux que moi, donc je ne veux pas parler à sa place. Après, pour en revenir à ça, oui, être actrice à la Comédie Française et être une actrice intermittente du spectacle, c'est sûr que là, pendant la pandémie, on n'a pas été à égalité. C'est sûr. Et moi, j'ai beaucoup d'empathie pour mes camarades actrices intermittentes qui ont beaucoup souffert pendant cette période parce qu'elles ne travaillaient pas ou peu. Nous, on a eu cette chance de pouvoir continuer à travailler, d'être dans une structure qui nous rassure. C'est vrai. Déjà financièrement, parce que c'est vrai qu'on est salarié. Bon, après ça, c'est une autre question. Mais... Et puis, on est quand même dans une maison où on va quand même travailler beaucoup. Après, il y a des revers partout. On est dans une structure qui n'est pas parce qu'elle est structure rassurante, elle est simple. On est jugé par ses pairs, on n'est pas là à vie. Et pour citer certaines choses, j'ai vu de mes camarades, des femmes de 50 ans, être remerciées par la Comédie Française, se retrouver intermittentes du spectacle et ne pas travailler, parce que c'est un âge extrêmement difficile. Donc, c'est pas parce que, oui, on est protégé. Hein, moi, je mesure la chance que j'ai d'être là. Mais il faut aussi en mesurer le revers. D'abord, c'est du sport de haut niveau. On travaille énormément. On n'est pas payé ça fait beaucoup fantasmer, mais on n'est pas payé des milliards et des cents et par rapport parfois au travail qu'on y met. Il y a aussi un jugement qui fait qu'à un moment donné, on peut vous arrêter, on peut vous dire, vous ne faites plus partie de cette maison. C'est extrêmement cruel et même si on sait au départ quand ça arrive, c'est difficile. Et parfois, c'est difficile quand on est une femme d'un certain âge de se retrouver dans le milieu du travail en ayant plus cette structure derrière. Juste, question, sociologiquement, parce que je ne mesurais même pas que c'était une possibilité, que ça existait, ça, qu'à la Comédie Française, on remerciait les acteurs et les actrices. On n'est plus là, la vie, hein, c'est fini ça. Ok, mais je ne savais pas. Est-ce que statistiquement, parmi le personnel, alors je dis pour que ça soit, comment dire, ça englobe à la fois les hommes et les femmes, parmi les acteurs et les actrices qui ont été remerciés, est-ce qu'il y a des statistiques qui ont été faites sur non, c'est assez le nombre de femmes non, je pense que c'est après. C'est assez proportionnel. Il faut dire aussi que nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est payé exactement la même chose que les acteurs hommes. Il n'y a pas ça, mais c'est important. Il n'y a pas de fossé déjà à ce niveau-là chez nous, dans la troupe.
Après, et comme il est bien dit dans le documentaire, je pense que c'est plus difficile d'être une actrice de toute façon que d'être un acteur, pour plein de raisons. C'est comme s'il y avait, l'actrice doit prouver sa légitimité, comme toute femme doit prouver sa légitimité dans n'importe quelle fonction. Donc elle devra beaucoup plus travailler, elle devrait être beaucoup plus appliquée. Et ça, je le vois chez les actrices. C'est peut-être plus facile aussi de gérer sa vie privée, parce que les enfants, parce que ceci, parce que cela. Donc, c'est plus compliqué. Moi, quand on me pose la question, est-ce que j'aurais été un garçon, j'aurais été acteur, je dis toujours oui, mais ça aurait été sans doute plus facile. Voilà, pour plein de raisons. Après, donc, il n'y a pas déjà cette inégalité salariale. Après, c'est sûr que c'est plus facile pour les hommes que pour les femmes. Alors, peut-être que si on leur posait la question, ils diraient que non. Mais moi, je le sens comme ça, là, à mon statut. Après, oui, il faut savoir qu'à la Comédie Française, c'est pas si simple que ça, et que bien sûr, on peut être remercié, et que c'est très cruel, et qu'en plus, on est remercié par ses pairs. Parce qu'on est remercié par un comité qui est constitué de l'administrateur, du doyen ou de la doyenne, et de sociétaires. Et c'est eux qui vont décider, une fois par an, en décembre, où on parle de chaque acteur cas par cas. Donc, est-ce ceux qu'on va coopter au sociétariat parmi les pensionnaires, mais ceux aussi qu'on va remercier. Donc, vous avez toujours cette épée au-dessus de la tête que si vous ne faites pas certaines choses, on peut vous dire au revoir. Parce qu'effectivement, objectivement, comment on dit à un acteur, on n'a plus besoin de toi? Parce qu'on est quand même dans l'excellence. Donc, on va dire à un acteur, tu es un peu moins excellent. Donc, on a décidé de te séparer de toi. Donc, c'est très compliqué. Donc, nous, on vit aussi avec cette chose-là. Donc, on a tous les avantages d'être dans une structure rassurante, mais on a tous les désavantages de toujours se dire qu'à un moment donné, ça peut s'arrêter. Et donc, dans notre travail, on a toujours quand même cette envie, si on a envie d'y rester, de se dire, est-ce que la part de la liberté est totale? Je ne sais pas. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Il y a Thibaut qui voulait vous poser une question. Bonjour Thibaut. Bonjour, je vous remercie de me donner la parole et je vous remercie pour cette intervention aujourd'hui et toutes les choses que vous nous apportez. Alors, j'avais plein de questions, mais finalement, vous avez déjà répondu à beaucoup de choses. Mais j'ai une question qui concerne un petit peu la mémoire, finalement, féministe, parce que vous faites exister cette mémoire en adaptant ce documentaire qui était malheureusement pas très connu jusqu'à il n'y a pas très longtemps, pas très accessible. Et là, je pense que c'est vraiment bien de lui donner une nouvelle visibilité et parce que c'est un documentaire qui est tout à fait édifiant. Et comme on l'a dit tout à l'heure aussi, il y a plein de choses qu'on pourrait dire encore aujourd'hui. Et je pense que c'est pas pour rien non plus que le mouvement MeToo est parti de Hollywood. Il y a vraiment un lien avec ça. Et j'ai apprécié aussi ce que vous disiez sur ce que ça vous avait fait à vous en tant qu'équipe de femmes, de vous retrouver autour pour donner voix à ça. Et je pense que ça montre l'importance des espaces non mixtes qui sont, on sait, menacés aujourd'hui. Mais alors moi, je suis un peu moins optimiste que vous. Et je crains qu'il n'y ait, avec la vague qu'on vit aujourd'hui, évidemment, ce qu'on a appelé un retour de bâton, un backlash. Et je me demandais quel pouvait être le rôle de votre rôle pour ça, et puis le rôle d'une institution dont on a parlé aussi, cet aspect institutionnel qui peut être un peu lourd aussi, mais d'une institution comme la Comédie Française, avec son côté aussi mémoriel, patrimonial. Alors, est-ce qu'elle peut contribuer à faire vivre comment cette mémoire féministe-là? C'est ma première question et j'ai une deuxième question. Et là, je dois m'excuser parce que je n'ai pas encore eu le temps de regarder votre travail sur YouTube, mais je vois dans la liste, il me semble qu'il n'y a pas Anne Jasemski. Et donc, est-ce que vous l'avez... donc, c'est plus une question technique sur votre travail, en fait, parce que Anne Jasemski parle à Delphine Seyrig. C'est une comédienne importante hein, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps et qui a aussi, elle, pris la plume et donc qui a réécrit son histoire et fait vivre sa mémoire à sa manière. Je pense que c'est intéressant. Mais ma question, c'est pas sur ça, c'est sur comment vous aviez fait ce travail d'adaptation, une question plus technique, en fait, de réécriture, voilà, qui m'intéresse.
Voilà, je vous remercie. Maintenant, je vais essayer de répondre d'abord à la deuxième question. C'était très cruel pour moi parce que je n'avais que 13 actrices. Comme je disais tout à l'heure, j'aurais rêvé d'en avoir 23, comme dans le documentaire, je n'en avais que 13. Par contre, c'était horrible pour moi de dire à qui je vais donner la parole, comment, et puis c'était aussi en fonction des personnalités des actrices que j'avais. Je voulais que quand elles l'incarnent, il y ait quelque chose qui se passe entre elles, que ce soit crédible. Donc, Anne Wiazemski, j'adore, et donc j'avais très envie qu'elle soit là. Mais c'était hyper compliqué, on n'arrivait pas, parce qu'en plus elle fait des petites interventions dans le documentaire, parfois moins importantes que les autres. Donc j'ai redistribué. Donc j'avais ces femmes en photo là, parce qu'on a travaillé pendant une grosse semaine énormément sur cette adaptation. Et je veux saluer aussi, ça c'est une petite... parce que moi j'avais le documentaire, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. Je me disais, comment je vais faire? Donc, en fait, on a recherché qui avait les droits de ce documentaire et on est tombé sur la fondation Simone de Beauvoir qu'avait créée Delphine Seyrig et Carole Roussopoulos, qui existe toujours, qui est tenue par des femmes formidables, qui ont été géniales, qui d'abord ont dit oui, parce qu'il fallait leur demander les droits et puis payer ces droits et puis les aider. Et d'ailleurs, je vous invite à les aider parce qu'elles sont en train de travailler sur la restauration de ce documentaire qui n'est vraiment pas de bonne qualité, avec des tout petits moyens. Et c'est des femmes qui continuent finalement à produire des films féministes, à aider des femmes à faire des documentaires. Et donc elles se sont battues pour que finalement ce qui avait été créé par Delphine Seyrig subsiste. Et donc c'est toujours là et c'est à elles qu'appartiennent les droits du film. Donc, je les ai contactés, etc. Puis, je leur ai expliqué, je leur ai bien tout expliqué que je ne pourrais pas, évidemment, donner la parole aux 23. Il fallait intelligemment, enfin, le plus intelligemment, la redistribuer. Par exemple, il y a Jessie Norman, qui est une actrice de couleur, mais je n'avais pas d'actrice de... Alors, vous pourriez me dire, vous auriez pu donner une blanche, mais comme on est dans l'ordre du documentaire, je trouvais ça pas crédible de donner à une actrice blanche le propos d'une actrice noire. Donc, je l'ai donné au personnage de Daniel Lebrun, qui dit, c'est comme mon ami Norman, et je lui fais dire ce qu'elle disait. Donc, il fallait redistribuer. Donc, la parole de Anne, je sais que je l'ai redistribuée à une autre actrice quand elles se parlent entre elles, où il fallait mettre du liant, finalement, pour que ce soit crédible, qu'elles soient toutes ensemble. Et donc, j'ai essayé de faire intelligemment, de pouvoir reprendre à celles qui n'étaient pas là. Et parfois, je leur disais pardon, je suis désolée, de redistribuer à une autre actrice qui prenait en charge, à travers sa parole, elle prenait aussi en charge la parole de l'autre. Parce que finalement, pour moi, c'était une grande voix, toutes ces voix. Et donc, c'était une manière aussi de me dédouaner, de me dire, je n'ai pas pu faire exister telle actrice, mais je peux quand même le redistribuer parce que sa parole est importante et qu'il faut la faire entendre. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. C'est pour ça que Anne Wiazemski n'était pas autour de la table, mais elle l'était à sa manière. C'est pour ça qu'au début du documentaire, enfin, vous verrez si vous le regardez, je cite toutes les actrices et on les voit en photo. Donc, toutes les actrices du documentaire, elles sont présentes. Et j'explique que ça va être une adaptation. Mais donc, je voulais qu'elles soient quand même là par leur image. Même si elles n'allaient pas être incarnées directement. Après, votre deuxième question, reformulez-la moi, excusez-moi, pour que je sois sûre. Pardon, oui, en plus, elle était un peu compliquée. Je voulais dire que, en revanche, ma question portait pas seulement sur Anne Wiazemski. Hein, je vous reprochais pas d'avoir supprimé Wiazemski, mais vraiment sur comment vous aviez adapté, en fait, fait vos choix et réécrit. Et ma première question, c'était sur cette mémoire féministe dont on voit que on la perd entre les différentes vagues. Et quel pouvait être le rôle d'une institution comme la Comédie Française pour faire vivre cette mémoire? Et est-ce que vous pensez que c'est possible? Voilà. Oui, moi je pense que c'est possible et je pense qu'à l'intérieur d'une institution comme toute l'histoire de la Comédie Française qui a plus de 300 ans, qui est une vieille dame, c'est ceux qui vont l'habiter pendant un temps qui vont permettre les évolutions. Donc je pense que c'est à l'intérieur de la Comédie Française et des personnes qui y vivent et qui y travaillent que cette chose va pouvoir se faire et se perpétuer et se cristalliser. Et puis moi, il y a un mot que j'adore qui est la sororité. C'est-à-dire que très souvent, les actrices étaient rivales. D'ailleurs, on les montre souvent comme ça dans l'histoire où elles se crêpent le chignon, elles se détestent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de rôles.
Et donc, elles savent, il y a un os et qu'elles veulent toute l'os, donc elles se rivalisent entre elles, elles se détestent, elles ne se soutiennent pas. Et parce que je pense que l'image de la femme aussi, c'était finalement, la femme doit plaire à l'homme, donc tous les hommes sont des potentiels rivales pour que je ne sois pas l'élu de l'homme. Ça peut être encore. Il faut que les femmes, elles évoluent par rapport à ça, les femmes et les actrices. Et pour ça, elles doivent avoir cette fraternité qu'ont les hommes entre eux, qui ont fait qu'en se soutenant, ils avançaient ensemble. Les femmes, elles doivent arrêter de se jalouser, elles doivent trouver un nouveau moyen d'évoluer ensemble. Et c'est ce que j'appelle la sororité, c'est-à-dire évoluer, se soutenir et ne pas se regarder comme des rivales. Mais au contraire, comme des alliés qui peuvent avancer ensemble. Et je pense que si déjà on change cette mentalité, au sein même de la société, d'une institution comme la Comédie Française, qui est une micro-société, eh bien, on pourra continuer à faire évoluer les choses et à faire qu'on ne régressera pas. Mais ça, c'est tout un problème aussi d'évolution, d'éducation. Je pense que ça passera aussi par l'éducation des enfants. Comment on élèvera les filles et les garçons, et quel regard ils vont poser les uns sur les autres. Et je pense que ça aussi, ça naît aussi de comment on va élever les enfants et qu'est-ce qu'on leur inculque. Mais je pense qu'au sein de l'institution, je pense que c'est les femmes aujourd'hui qui sont à l'intérieur de la Comédie Française, les actrices, les metteurs en scène, les personnes décisionnaires aussi, en tant que femme et qu'homme, parce qu'évidemment, un homme décisionnaire qui va donner des responsabilités à une femme, c'est une manière aussi de faire évoluer les choses et de ne pas garder cette image du patriarcat où les hommes s'entraident et donc la femme est plus secondaire. Je pense que ça se fera aussi à ce niveau-là, donc ça se fait aussi par la manière qu'ont les hommes finalement de responsabilité, de donner des responsabilités, de permettre aux femmes de se développer et de le faire en bonne intelligence. Ça, j'espère que je réponds bien à cette question-là. Et je voulais revenir aussi sur quelque chose qui était lié avant à la répartition des rôles. Ce qui était magnifique, c'est qu'il y avait des jeunes actrices qui ne connaissaient pas les actrices qu'elles incarnaient. Juliette Berthaud, Marie Dubois, etc. Elles ne les connaissaient pas forcément. Et ce qui était magnifique, c'est qu'elles les aimaient. Elles disaient, par exemple, Claire de la Reine-du-Col m'a dit, mais j'adore Marie Dubois. Et du coup, elle était voir Marie Dubois, elle a vu ses films. Mais tout d'un coup, il y avait une symbiose entre cette femme et cette actrice avec une femme et une actrice de cette génération-là. Et c'était beau parce que certaines ont appris à connaître ces actrices de cette génération-là qu'elles ne connaissaient pas. Donc, c'était aussi faire passer leurs paroles, mais aussi la découvrir en tant que femme et en tant qu'actrice. Et ça, c'était beau de voir ça aussi. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à vos deux questions. Oui. Oui, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Là, on est en train de vous presser de questions comme un citron. Mais merci beaucoup pour votre disponibilité. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions en direct ou bien, attendez, je vérifie si sur le chat, je vois des questions qui seraient éventuellement, qui nous auraient été éventuellement transmises par Aurore. Non ? Florence, ta main est levée, c'est la main de… Non, c'était la même tout à l'heure, pardonne-moi. Bien, bah écoutez, si on a… Ah, si, il y en a… non, alors là, non, ça c'est… Pardon, parce que quand on essaie d'avoir, c'est l'inconvénient avec la visio, hein, quand on essaie d'avoir l'œil sur à la fois le chat plus tout le monde. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois que je vais, en mon nom, celui de Frédéric, en celui de tous les participants de notre séminaire Genre et Autorité, vous redire un très, très, très grand merci, Françoise Gillard. On espère vraiment pouvoir… ne serait-ce que vous inviter au banquet,
Ah, mais si, moi j'attends un banquet. Hein. Tu auras de la chance. Non. Je vais avoir tous les services financiers de Ah oui, ça, si tu fais passer un bon de commande, tu m'expliqueras comment tu réussis. Parce que moi, non, un buffet est beaucoup plus convivial qu'un banquet. Parce qu'un banquet, on est assis, un buffet, on est debout. Enfin, et nos buffets sont très conviviaux et ils permettent en fait de prolonger les discussions qui ont lieu dans le cadre un petit peu plus contraint et officiel du séminaire. En tout cas, vraiment merci. Merci à toutes et à tous. Je peux juste terminer sur une petite chose parce que vous êtes quand même, je pense, étant donné que vous la Sorbonne, etc. Je pense qu'aussi cette question des genres et cette question de l'évolution, elle est aussi entre les mains, je pense, des élites, des intellectuels, des penseurs comme vous, des chercheurs. Et je pense que, évidemment, la part artistique a sa part, mais il y a aussi la vôtre. Et je pense que c'est vous aussi qui ferez évoluer les choses parce qu'évidemment, on a besoin de gens comme vous qui élèvent aussi le niveau, qui pensent, qui réfléchissent, qui recherchent, qui cherchent et qui s'interrogent. Donc, je pense qu'il y a... Nous en sommes pleinement convaincus et nous sommes pleinement convaincus que c'est ensemble, en ne restant ni les uns ni les autres complètement dans notre coin, que nous pourrons avancer. Il faut que l'université, les chercheurs, etc., s'ouvre et aille à l'extérieur. C'est pour ça qu'on est très demandeurs, en particulier nous, de collaboration avec les institutions artistiques, mais avec tous les autres acteurs du monde de la société civile, comme on dit. Et je suis absolument ravie que une institution comme la Comédie Française que vous incarnez, que vous, que des artistes acceptent de travailler aussi avec nous, parce que c'est ensemble que nous ferons avancer les choses. Je crois. Enfin, en tout cas, je crois que nous le croyons tous. Oui, c'est sûr. C'est précieux. Donc, merci beaucoup de m'avoir permis ce temps de parole. Nous continuerons. C'est qu'un début. Prenez tous bien soin de vous. Hein. Sortons de cette crise avec confiance et quand même, je pense encore un peu de méfiance, mais je pense qu'on y arrive là. Les salles rouvrent. Nous, on recommence le 2 juin. On est impatients, on trépine. Beaucoup de prudence donc pour tout le monde. Nous continuerons le séminaire Genre et Autorité à la rentrée. Nous vous enverrons le programme dès que on l'aura établi. On espère avant les grandes vacances d'été là. On vous l'enverra. Mais Genre et Autorité continuera en présentiel avec des adaptations éventuelles techniques liées à tout ce qu'on a appris grâce au visio. Et puis d'ici là, oui, comme vient de vous le dire Françoise, soyez prudents, prenez bien soin de vous, passez un bon été, retournez dans les salles de spectacle puisque elle rouvre, retournez à la Comédie Française et puis à bientôt.